musicologue, je ne suis pas musicien professionnel, je ne suis pas. J'ai enregistré des personnes, je ne sais même pas si je peux dire que je suis collecteur. Pourquoi? Parce que je suis originaire de la Montagne Noire, du Camarguès, et j'ai toujours à la maison entendu parler de la Boudègue. Et ça faisait partie de ces choses qu'on a dans la tête, qui ont envie de sortir un jour. Et un jour, en 75, je me suis dit, pourquoi tu n'apprendrais pas la Boudègue? Où apprendre la Boudègue? Je me suis dit, le meilleur endroit, c'est le Conservatoire Occitan. C'est là que j'ai le plus de chances de pouvoir apprendre à jouer de la Boudègue. Donc un jour, je me pointe au conservatoire, Jacques Darré, je monte à l'étage, je fais la connaissance de Bernard Desblancs. Et je lui dis, je souhaiterais apprendre à jouer de la Boudègue. Il me dit, on n'a pas ça, ça ne s'est pas enseigné, mais on a peut-être des plans de Boudègue que je peux essayer de retrouver. Mais ce qui serait intéressant, ce serait que tu reviennes dans la Montagne Noire, de voir si tu ne peux pas trouver des airs, des musiques, des informations sur la Boudègue. Et c'est comme ça que ça s'est passé, en fait, aussi bêtement que ça, parce qu'on m'a dit d'y aller, et donc j'ai commencé à la maison à dire qu'est-ce que vous avez entendu parler de la Boudègue, enfin qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre. Ma grand-mère m'a envoyé ensuite chez une voisine qui était originaire d'une ferme, donc elle m'a dit là peut-être son père était musicien, il saura. En fait il était musicien, il jouait du piston. Et elle-même m'a envoyé chez un monsieur qui étaient des campagnes, c'est-à-dire vraiment le bas de la société, c'était vraiment des gens très simples, très, très humbles. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Louis Mas, qui avait joué de la Boudègue. Donc, avec un magnétophone, un Sony, j'enregistre, et la semaine suivante, je reviens trouver au Conservatoire Occitan Bernard Desblancs, et je lui montre les cassettes. Et lui avait recherché des plans de Boudègue, dont il m'a donné la copie. Et j'ai en fait continué comme ça, mais c'était davantage pour acquérir du vocabulaire musical. Et puis bon, comme je rencontrais quelqu'un qui l'avait joué, ça me permettait d'apprendre, mais je n'ai pas eu du tout de démarche, de recherche. Alors j'ai essayé de le faire aussi honnêtement que je pouvais. Alors c'est vrai que on fait la connaissance de personnes, c'est pas facile d'entrer, d'y aller en disant est-ce que vous pouvez me chanter des choses. Ça demande une accoutumance, ça demande des contacts souvent répétés. Et c'est vrai, comme le disait Bénédicte, il y a des choses qui remontent à la surface, des histoires, des chants comme ça, qu'on ne peut pas prendre d'un seul coup. Donc il faut, c'est un travail de longue haleine, je dirais. C'est une démarche qui a été complètement centrée sur l'instrument et sur cet instrument. Alors non, parce que on rencontre des gens qui ne sont pas forcément des musiciens, mais qui ont des choses intéressantes, des contes, des trucs comme ça. Donc j'ai collecté sur tout ce qui concernait un petit peu les anciens. Ça m'a intéressé, ça m'a intéressé. Alors après, j'ai essayé d'être le moins inductif possible dans mes questionnements. J'ai toujours essayé de laisser s'exprimer la personne que j'enregistrais et de ne pas l'orienter. Par contre, si je voyais un sujet intéressant, j'essayais d'approfondir la question et de la laisser parler, etc. Donc voilà, mais j'ai jamais eu de démarche intellectuelle. Voilà, et donc ensuite, ces enregistrements, alors, dans les années 85, grâce à Pierre Laurence, j'ai sorti un 33 tours, parce que ça me paraissait intéressant de restituer aux gens de la Montagne Noire leur musique. Ça me paraissait utile de dire, bon, c'est votre mémoire, retrouvez-la.
au-delà des soutiens que j'ai pu avoir des personnes qui faisaient de la musique ou ceux qui s'intéressaient à tout ce qui est traditionnel comme ça, j'ai pas eu de démarche non plus pour me faire soutenir par les édiles locaux. Par exemple, j'avais laissé des disques à la Maison de la Montagne Noire, à Cuxac, et la famille Courrière est passée à la Maison de la Montagne Noire. Ils se sont dit, tiens, un disque, la musique du Cabardet, s'il y avait une musique dans le Cabardet, on le saurait. Bon, on me l'a rapporté. C'est comme ça. Et quand le disque est sorti aussi, je crois que c'était la revue Tradmag, je crois que c'était un nom comme ça, qui avait mis une critique peu amène. Donc je me suis dit, bon, ça n'intéresse pas, donc je mets ça dans ma musette et on laisse tomber. Et puis bon, les choses font que j'ai toujours mis les enregistrements que j'ai fait à la disposition de qui les voulait, sans aucun droit, parce que j'ai estimé que les personnes qui m'avaient fait confiance, qui m'avaient chanté ou raconté des choses, ne s'étaient pas fait payer, n'avaient pas demandé de droit, donc ça me paraissait normal de pouvoir les laisser véhiculer. Et ensuite, bon, les enregistrements ont été numérisés au Conservatoire Occitan, que je crois qu'on s'appelle maintenant. Et voilà, je pense qu'ils ont à disposition. Donc voilà ce que je peux dire uniquement, mais c'est... le moment de votre entrée, même par hasard, en collecte, vous étiez quoi? Vous étiez étudiant à ce moment-là? Je passais le bac, je passais un bac de musique à l'époque. En 75, c'était. Vous étiez lycéen encore. Voilà. Conscience qu'il se passait des choses à ce moment-là ailleurs, pas du tout. Non, c'est après que, enfin concomitamment que je l'ai découvert. Ensuite, il y a eu une accroche avec le Conservatoire Occitan, avec Guy Bertrand, il y avait Renat Jurier, il y avait Xavier, qui est au fond de la salle. Voilà, et donc on faisait des animations dans les écoles 2 fois par semaine. Ça c'était ma question suivante. Qu'avez-vous fait, vous, de cette richesse que vous êtes allé chercher? Alors, je l'ai mis à disposition de qui le voulait. Voilà, c'est tout. Sur un plan personnel, Alors après, bon, ben oui, j'ai travaillé dans la Boudègue, je joue dans la Boudègue, mais je ne joue pas dans un cadre institutionnel. Bon, avec Sophie, là, avec la Scuola de Boudègue, ça m'arrive. Enfin, j'ai joué assez régulièrement, ou avec Xavier Delatorre dans le temps, parce que actuellement j'habite du côté de Gaillac. Mais pas plus, quoi. C'est pour le plaisir, quoi. Je joue, je joue pour moi, je veux me balader avec ma cornemuse, et puis voilà. Hein. Entre ce moment qui a été un petit peu plus intense et maintenant, c'est quelque chose qui est disparu de votre quotidien? Non, absolument pas. Absolument pas. Non. Bien au contraire, je veux dire, c'est quelque chose que je vais être excessif, mais c'est moi. C'est tout ça. Un engagement pour la vie. Pardon? Un engagement pour la vie. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ma culture. C'est extrêmement important pour moi. C'est partie de mes racines, quoi. Et en tant que musicien, transmission? Non, j'ai jamais eu d'élèves, j'ai jamais eu de... non, je pour le plaisir et pour le partage. Voilà. Quand on me demande de jouer, je joue, et puis sinon je joue pour moi, ou je vais me balader des fois dans la montagne avec mon instrument, et je joue comme les anciens. Pour revenir juste en arrière, en 75, pour vous, le Conservatoire Occitan, c'était une évidence? C'était connu en Cabardet? Non. Comment ça s'est fait? C'était un nom. C'était rien de plus. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui m'avait parlé du Conservatoire Occitan. Je connaissais le Conservatoire de musique, mais voilà, il y avait le Conservatoire Occitan qui, pour moi, s'occupait que de musique traditionnelle. C'était donc une évidence que c'était là qu'on
qu'on trouvait tout, quoi, qu'on trouvait des instruments, des professeurs, des morceaux. C'était aussi bête que ça, quoi. Mais vous avez parlé de plans qui vous ont été donnés au Conservatoire Occitan. Oui, parce que, alors, à ce moment-là, il n'y avait pas de constructeur de Boudaigue. Et la première a été faite à partir de ces plans avec un tourneur sur bois. Et alors, comme l'intérieur est une perce conique et que on n'avait pas de forêt qui soit conique, on l'avait fait avec des escaliers. Et ensuite, à la lime, j'avais limé ces marches. Et ensuite, grâce à Bernard Desblancs, j'avais eu une hanche. C'était une hanche de bombarde, la première, qui n'a pas duré très longtemps. Mais bon, et après, j'ai appris à faire des hanches, et voilà, avec masse. Et au niveau de l'évolution de l'instrument, vous avez participé pour arriver quand même à se rapprocher Eh bien, alors, ensuite, le Conservatoire Occitan a fabriqué des instruments, et au bout de quelques années, j'ai acheté l'instrument que je joue, qui est fabriqué par Romero. Merci. Voilà. Une question. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as eu du contact avec Charles Alexandre? Charles Alexandre, je l'ai croisé à la fin de sa vie. J'ai pas eu de contact direct parce qu'on m'avait dit pique-pendre de lui. On m'avait dit il est fermé, tu vas te prendre des remarques. Donc je ne l'ai pas connu comme ça. Je l'ai connu vraiment à la fin de sa vie. On avait fait connaissance, on était allé jouer une fête des châtaignes. Alors à ce moment-là, je jouais, c'était dans les années 85 par là, hein, ou 86, je jouais avec Piquet, qui était aussi de par là-haut, qui avait appris tout le répertoire. Alors là c'était assez rigolo parce que tout le répertoire, je l'avais passé à Piquet, qui déjà connaissait quelques airs, mais a appris tout le reste. Et donc, je jouais de la Boudaigue et lui chantait. Et on était allé jouer ensemble au pied du Pic de Nord, à Pradelles, et il y avait Alexandre qui était là. Et là, on a échangé, on s'est revu une paire de fois, mais voilà, c'est resté des contacts très superficiels. Encore que je lui avais, lorsque Mas est mort, je lui avais envoyé une carte pour la viser. Et à ce moment-là, il était en Bretagne. En revenant, il m'avait répondu, je dois l'avoir, je prends la carte pour le remercier. Merci. On va peut-être essayer de jouer avec la technique en laissant la parole à Guy Bertrand. Et juste si Sophie a questionnement ou témoignage dans la foulée, on vous dégaine. Oui, bah déjà j'aurais aimé pour l'anecdote que tu racontes l'histoire du collecteur collecté. Ça oui, c'est rigolo. Les spécialistes. Le collecteur. Ouais. Un jour, c'est toi qui m'avais dit, il y a dans la Montagne Noire un vieux sonneur de Boudaigue qui a été collecté, qui est à Pradelles. On me donne le nom, je vous le réserve pour dans un instant. Donc, je me dis, c'est extraordinaire qu'à Pradelles, il y ait un joueur de Boudaigue vieux que je ne connaisse pas. J'ai galopé tout le coin là. Je prends la voiture, je monte à Pradelles, je descends dans le creux et où il était censé habiter. Je frappe à la porte, personne. Un voisin passe et me dit, vous cherchez quelqu'un? Ben, je lui dis, oui, je cherche monsieur Pierre Brun qui habite là. Et je lui dis, vous savez à quelle heure il rentre? Alors, il me dit, vous savez, il ne rentre pas de plusieurs jours. Un vieux qui ne rentre pas de plusieurs jours, ça ne le fait pas. Alors je lui dis, mais il a quel âge ce monsieur? Oh, il a à peu près votre âge par là. Et en fait, j'ai su le fin mot de la chose, c'est que Pierre Brun était passé me voir au Mas et m'avait enregistré en train de jouer de la Boudaigue, l'avait envoyé dans l'Hérault, je ne sais pas où, il y avait un pataquès comme ça. Et en fait, je venais me collecter, puisque c'était mes enregistrements que je venais rechercher. C'est presque un conte type.